Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un point lecture. J'ai 4 livres à vous présenter parce que la dernière fois que je vous ai fait un point lecture c'était pour Un hiver pour s'écrire que j'ai lu avant Noël. Donc ça fait 3 semaines, ça presque 3 semaines de lecture à vous présenter. Donc je vais vous présenter Les Noëls Blancs de Christian Signol, Passer en Alaska, mode d'emploi de Debbie Macomber, Rendez-vous à Noël de Juliette Bonte, ça c'était ma dernière lecture de 2023. Et ensuite, sur les œufs, j'ai également le livre 1984 de George Orwell. Donc on va faire ça dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Donc, oui c'est ça, je l'ai lu celui-ci avant Noël, juste après Un hiver pour s'écrire. Ça c'est un livre que je me souvenais avoir lu il y a quelques années. C'était avant la naissance de mon fils aîné, donc il y a plus que 12 ans, je dirais il y a même 14-15 ans parce que... ouais, ça doit être ça doit être il y a 14-15 ans, je me souvenais l'avoir vu, en tout cas je sais que je l'avais acheté aux éditions France Loisirs. Et j'avais très envie de le relire. Alors je pense que finalement je ne l'avais pas lu, parce que maintenant que je l'ai lu, je me dis j'aurais forcément eu des souvenirs de ce livre plus que ça. Donc je pense que je l'avais acheté mais que je ne l'avais jamais lu, pardon. Du plus loin qu'il se souvenait, les Noëls dans ce haut pays avaient été blancs. La neige faisait son apparition dès le mois des morts, s'en allait, revenait, restaurait la beauté des montagnes en une nuit. Rendait le monde neuf comme ce matin, ce 1er janvier du nouveau siècle, dont François attendait ingénument quelque chose d'extraordinaire qui allait changer sa vie. Donc ça c'est un extrait du roman. Donc c'est en fait une histoire qui se passe en 2 tomes. Je ne savais pas. On a les Noëls blancs et on a une suite qui est avec Printemps dans le titre. Je me souviens plus mais je vous dirai quand je l'aurai reçu parce que je l'ai acheté finalement après. Ça se passe en Corrèze, ça commence le 1er janvier 1900, c'est pour ça qu'on nous parle d'un nouveau siècle. On va s'intéresser à la famille de François. Donc François c'est l'aîné d'une famille, il a un petit frère qui s'appelle Mathieu et une petite soeur qui s'appelle Lucie. Et ses parents, leur nom de famille je ne sais plus ce que c'est. Je me souviens plus comme ça du nom de famille. En tout cas ça se passe en Corrèze, c'est une petite famille de paysans qui ne sont pas propriétaires de la ferme qu'ils exploitent, ils ne sont qu'employés. Enfin, ils louent la ferme tout simplement. Et donc, on va suivre la vie de cette famille. Donc, au début, c'est 3 jeunes enfants avec leurs parents. Et après, les parents, bien sûr, vont mourir. Et on va suivre la vie des enfants qui vont grandir. Donc, ça commence en 1900. Et si je ne me trompe pas, ça va jusqu'en 1900... ça va jusqu'après la guerre. Mais avant la seconde. Voilà, comme ça je retrouve pas, mais je crois que ça s'arrête à la veille de la Seconde Guerre mondiale, donc ça se passe quand même sur 40 ans, et la saga n'est pas terminée, donc ça va se poursuivre. Et en fait, en étant dans cette famille, eh bien on est replongé un peu plus d'un siècle auparavant, dans un univers très pauvre, parce que c'était vraiment des paysans avec rien, ils n'avaient même pas leur propre terre. Ils se battaient pour manger, ils n'étaient jamais sûrs de pouvoir passer l'hiver et de réussir à manger jusqu'au printemps. Là en plus ça passe en Corrèze, donc en moyenne montagne on va dire, donc ils ont beaucoup de neige tous les hivers et tout ça. Et étant donné qu'on va traverser comme ça la Première Guerre mondiale, pour une fois on verra pas la Seconde Guerre, enfin la guerre du point de vue des puissants en fait, des nobles ni de ceux qui font la guerre. En fait, on est du point de vue de ceux qui vont subir la guerre, qui ne savent pas pourquoi ils se battent et tout ça. Et j'ai trouvé ça très bien fait. Alors, je pense que moi, j'ai été aussi beaucoup touchée par ce livre pour une raison tout à fait personnelle. Alors déjà, j'ai commencé ce livre juste avant de partir voir ma famille. Et je traverse la Corrèze pour aller rendre visite à ma famille. Et en plus... là où habite ma famille, c'est très très proche de... Enfin, en tout cas, géographiquement, c'est pas très éloigné,
mais surtout au niveau de la manière de vivre. Alors, en 1900, en tout cas, c'était très très proche de ce qui se passait en Corrèze également. Je sais que moi, mes grands-parents, que ce soit maternels ou paternels, sont nés un tout petit peu avant 1900, ça va être 1898 ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est vraiment la génération de mes grands-parents. Donc, et par le récit que j'ai entendu quand j'étais plus jeune, plus petite, je reconnais des histoires qui ont été écrites dans ces livres. Je reconnais des histoires, des histoires de famille, de façon de faire, de manière de vivre. Voilà, ça ne m'était pas du tout inconnu. Et du coup, j'avais un peu l'impression de revivre l'histoire de ma famille ou de ma famille maternelle ou paternelle, ça aurait été pareil. Et du coup, j'ai trouvé ça, mais franchement, très touchant. Ça m'a vraiment touchée au plus profond. En plus, quand j'ai continué à lire ce livre, j'ai passé 48 heures dans ma famille. Et c'était vraiment un retour dans le passé, un retour aux sources qui m'a fait beaucoup de bien. Et je ne l'ai terminé, ce livre, en plus que quand je suis revenue ici. Et donc, ça m'a accompagnée pendant tout mon voyage avant de partir voir ma famille, pendant que j'étais avec ma famille et quand je suis revenue. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, Christian Signol, c'est un auteur dont on n'entend plus parler. Il est né en 1947, comme mon papa. Et du coup, voilà, il a le même âge actuellement. Donc je peux très bien imaginer qu'il ait pu entendre cette histoire de la part de ses ancêtres également. Voilà, c'est quelque chose qui est très réel, voilà, qui nous partage vraiment la vie de ce qu'étaient les gens à cette époque-là. Et j'ai beaucoup aimé. C'est très bien écrit, les personnages sont hyper attachants, on souffre avec eux parce que c'est vraiment une vie de souffrance hein, pour beaucoup des personnages à différents moments de leur vie. Rien n'est jamais simple chez eux. Et franchement, c'est hyper touchant, hyper attachant. On a peur pour eux, pour chacun des personnages. C'est vraiment très attendrissant. Et du coup, j'ai hâte de lire la suite en espérant que ça se passe mieux dans le second tome pour ce qui reste de la famille. Donc voilà, en tout cas, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. Et je vais lire d'autres livres de Christian Signol parce que voilà, j'aime beaucoup. C'est un vrai conteur. Voilà, j'aime. Donc j'en relirai, ça c'est sûr et certain. Ensuite, j'avais enchaîné avec Passer Noël en Alaska, mode d'emploi de Debbie Macomber. Je vais vous lire la 4e de couverture. Coincée au fin fond de l'Alaska pour tout l'hiver, Josie Avery a l'impression de vivre son pire cauchemar. À l'heure qu'il est, elle devrait être en route pour le job de ses rêves à Seattle. Mais il faut se rendre à l'évidence, le dernier ferry reliant la petite île au continent est parti sans elle. La voilà bloquée sur ce petit bout de terre aux confins du monde jusqu'à la prochaine belle saison. Bien qu'elle soit complètement tombée sous le charme de l'exubérante nature qui l'entoure, les cris des élans, la lumière irréelle des aurores boréales et la neige qui tombe à gros flocons, sa vie n'est pas ici, et ce ne sont pas les habitants hauts en couleur de la ville, ni même le séduisant Palmer Saxon, qui la feront changer d'avis. Alors, c'est une romance de Noël. On nous dit une comédie de Noël, oui, c'est assez drôle, mais c'est typiquement une romance qui est très très rapide. Hein. Elle fait 217 pages. Je l'ai lu en 2 soirées, mais on aurait pu la lire en une seule après-midi. Ça passe très très vite. En revanche, moi j'ai pas spécialement aimé. Alors déjà, ça se passe pas à Noël, ça se passe un petit peu avant Noël. Voilà, c'est pas un Noël en Alaska. Moi, je m'attendais à découvrir la manière de fêter Noël en Alaska, découvrir les paysages et tout ça. Et en fait, on passe un petit peu de temps en Alaska, mais pas tant que ça. On passe la moitié du temps à Seattle. Et c'est vraiment une romance. Il n'y a que ça, en fait. Il n'y a que la romance dans l'histoire. Il n'y a rien d'autre. J'aime bien quand c'est couplé à autre chose, une découverte d'un territoire, d'une famille. Là, non, on a juste Palmer qui vit en Alaska, qui est tout seul. On a Josie qui est une jeune femme qui vient de finir ses études. Elle a trouvé le job de ses rêves à Seattle et du coup, elle veut pas rester avec Palmer, elle part. Mais lui, comme elle, chacun de leur côté, ils ont qu'une envie, c'est de se revoir. Et voilà, enfin, j'ai pas aimé, c'était trop rapide, rien n'était développé, approfondi. Et du coup, c'était quand même une déception parce que je m'attendais à un petit peu mieux.
Mais voilà, c'est pas grave. Après, si vous aimez les romances de Noël, pourquoi pas, parce qu'il est vraiment hyper rapide. Mais en tout cas, c'est pas ma tasse de thé pour moi. Et enfin, le dernier roman de Noël que j'ai lu, c'est celui-ci, Rendez-moi Noël, de Juliette Bont, aux éditions HarperCollins Poche. Donc là aussi, c'est censé être une romance, également, une romance de Noël. Là, il est un peu plus long, il fait 400 et quelques pages. Et ça se sent. Voilà, là, c'est une vraie histoire. Je vous lis la 4e de couverture. Trop, c'est trop. Robin Ferguson n'est pas du genre rancunier, mais là, ça va trop loin. Comme si ça ne suffisait pas, comme si ça ne suffisait pas que les Burns volent l'organisation des festivités de Noël que sa famille gère depuis des décennies, voilà que ces aristocrates hautains les accusent d'avoir dérobé de précieuses lettres dans leur château. Envisager que les Ferguson, qui alimentent toute la ville de Wick en douceur chocolatée depuis des générations d'Écossais, pourraient s'abaisser à un tel acte est une injure. Alors c'est décidé, elle va retrouver ces fichues lettres et elle prouvera ainsi à Walter Burns, ce petit pétoncle prétentieux, qui s'est trompé sur toute la ligne. Pour cela, elle va juste devoir éviter de l'étrangler immédiatement. Il pourrait lui être précieux pour son enquête et pour empêcher que l'affrontement entre les Burns et les Ferguson dégénère en guerre nucléaire. Alors, je trouve que la 4e de couverture ne sert pas forcément le roman. Alors, ce que j'ai aimé dans cette histoire, déjà ça se passe sur un petit moment, ça finit le jour de Noël je crois, mais on est quelques semaines auparavant et en fait on va suivre les préparations de Noël dans une petite ville qui s'appelle Wick en Écosse. C'est une petite ville où tous les ans, toutes les célébrations sont organisées par la famille Ferguson, qui est une famille peuplée surtout de femmes. Et en fait, ça fait 150 ans que la chocolaterie du village est tenue par une femme, par une Ferguson. C'est une Ferguson qui a créé cette chocolaterie. Et c'est un petit peu l'emblème en fait de la ville. C'est vraiment une ville qui est autour de cette famille. C'est une famille qui adore Noël, qui adore préparer les fêtes de Noël pour ce village, pour cette petite ville. Et en fait, cette année-là, il y a les Burns qui ont un château sur cette ville, mais qui ne viennent jamais en ville, qui ne fréquentent pas les simples gens de la ville. Et cette année-là, ils ont décidé d'organiser les fêtes de Noël, mais sans consulter personne auparavant. Et du coup, les Ferguson sont blessés dans leur orgueil. Et donc, il y a une petite guéguerre qui se met en place. Mais un autre événement va avoir lieu, en fait, pour annoncer à tous les villageois ce qui va se passer. Les Burns invitent dans leur château beaucoup de monde. Et ce jour-là, quand il va y avoir beaucoup de monde dans le château, un objet précieux va être dérobé dans le château qui est un paquet de lettres très 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 anciennes qui a beaucoup de valeur. Et en fait, tout le monde, quelqu'un va accuser les Ferguson dès le départ. Et en fait, Robin, qui est une des plus jeunes de Ferguson, va dire non, c'est pas nous. Et en fait, elle va avoir à cœur de faire équipe avec Walter Burns, qui est le fils aîné des Burns, pour retrouver ses lettres et faire disculper sa famille. Et j'ai beaucoup aimé parce que, alors, oui, c'est une romance, on s'en doute assez vite, mais c'est bien amené et surtout, il n'y a pas que ça dans le roman. On parle surtout des fêtes de Noël, mais aussi d'autres traditions. On nous parle du solstice d'hiver, qui est très important pour la famille Ferguson. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien amené, ça apportait vraiment quelque chose au roman, à l'histoire, de la profondeur, on apprend des choses. La famille Ferguson est très attachante, avec des personnalités de femmes très différentes. Il y a beaucoup d'humour, on apprend plein de choses sur la manière de fêter Noël en Écosse, surtout dans cette ville-là. Il y a plein de petites choses intéressantes. Je vous ai dit, il y a beaucoup d'humour. Il y a même la petite sœur de Robin qui s'appelle Bonnie, qui est lycéenne. Donc on nous parle de réseaux sociaux, elle est tout le temps sur son téléphone. Et il y a même un moment où elle nous parle de la série Game of Thrones et personne dans la famille ne connaît, elle n'est qu'elle à le connaître. Donc il y a un petit chapitre, pardon. Et c'est chouette parce qu'on voit vraiment que c'est de notre génération et ça nous met dans l'ambiance et c'est franchement très très chouette. Même l'ambiance du château, elle est bien du château écossais vieillot où tout craque. C'est très bien écrit,
Et donc là, j'ai vraiment passé un excellent moment avec ce roman de Noël. Donc ça, franchement, je suis contente d'en avoir testé un dernier avant la fin de l'année 2023. J'ai fini le 31 décembre avec celui-ci et j'ai trouvé ça très très chouette. Pourtant, la couverture est simple, mais franchement, très bien. Donc je suis contente d'avoir découvert cette autrice. Et si elle a d'autres romans de Noël, j'en lirai forcément un l'année prochaine parce que j'ai beaucoup aimé. Et là, pour le coup, il n'y a eu aucune erreur de traduction dans celui-ci. Et enfin, j'ai commencé l'année 2024 avec 1984 de George Orwell. Alors, je ne l'ai pas lu sur liseuse, je l'ai emprunté à la bibliothèque, mais je l'ai rendu depuis. Mais je me suis rendu compte que je l'avais aussi sur liseuse parce que c'est un classique et qu'il est gratuit en e-book. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, 1984 de George Orwell, ça a été écrit en 1948 et publié en 1949. Et la traduction est de cette époque-là. Je crois qu'elle n'a pas été revue depuis. En tout cas, pas la version que j'ai lue. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une dystopie où dans ce roman, l'auteur nous emmène en... Alors, ça se passe à Londres, qui s'appelle toujours Londres. En revanche, l'Angleterre ne s'appelle plus l'Angleterre. Ça fait partie d'un groupe, enfin, on ne peut même pas dire de continent. En fait, le monde est divisé en 3 parties dans ce roman. On a l'Océania qui comporte les Amériques et le Royaume-Uni. On a l'Estasia qui est tout ce qui est Asie jusqu'au sud de l'Europe, je crois. Et on a l'Eurasia qui comporte l'Europe jusqu'à la Russie. Donc ils sont, voilà, c'est trois empires totalitaires. Et on a au milieu l'Afrique qui est en fait un continent complètement... alors qui a l'air surpeuplé et surtout qui est envahi, en fait, il est disputé par les 3 grandes puissances. Ils se disputent pour le minerai et pour les esclaves. Voilà comment ça se déroule. Ça se passe à Londres, on est dans la vie de Winston, qui est un employé du ministère de la Vérité. En fait, il y a un parti, le pays est dirigé par un parti unique qui s'appelle Langsok, donc socialisme anglais ou quelque chose comme ça. Et en fait, il y a 4 grands ministères. On a le ministère de la Vérité, on a le ministère de l'Abondance, le ministère... Ah, je les ai oubliés, comment ça... Ah, mince. Voilà. En tout cas, il y a 4 grands... Ah oui, il y a le ministère de la Paix, en fait, qui s'occupe de la guerre. Et le 4e, je sais plus ce que c'est. Mais voilà, il y a 4 grands ministères qui régissent, en fait, la vie de ce pays, qui n'est pas vraiment un pays. Et donc, on a Winston qui travaille au ministère de la Vérité. Et en fait, ça n'a rien de vérité du tout. Parce qu'en fait, son travail, ça consiste à recevoir des messages où on lui dit qu'il faut qu'il retravaille, qu'il réécrive des anciens articles du New York Times ou de diverses choses. Et en fait, dès que le parti unique décide que quelque chose doit être réécrit, le passé, en fait le passé est réécrit en permanence pour coller au discours du moment. Et du coup, le boulot de Winston, c'est sans arrêt de réécrire des anciens articles qui sont déjà passés et pour maquiller la vérité, en fait. C'est ça son travail. Il y a d'autres personnes qui sont chargées de réécrire des romans qui ont déjà été édités, mais si ça ne convient plus à la pensée unique, en fait, il faut les réécrire pour que ça colle à la pensée unique. Donc voilà, c'est un truc qui se passe comme ça en permanence. Donc c'est assez bien écrit, c'est très très bien écrit. Et en fait, dans cet état totalitaire, dans tous les appartements, il y a des télécrans qui ne s'éteignent pas. On peut juste baisser le son, mais il ne peut pas être éteint totalement. Et ça diffuse toute la journée en permanence des choses. Ils sont réveillés à telle heure avec un son horrible. Ils doivent passer plusieurs minutes ou même 1 heure à faire de l'exercice, tous en même temps.
ils doivent aller travailler, et en fait partout où ils vont, ils sont surveillés, soit par des écrans, des caméras, des micros, partout, partout, partout. Et on constate que Winston, il a beau être dans le parti... ouais, il est dans le parti, donc il fait partie du système, mais on voit qu'il y a quelque chose qui cloche pour lui. Il se sent pas à l'aise, il est pas à l'aise d'être épié en permanence. Euh, il a l'impression, en fait, en réécrivant tous ces articles tout le temps, il a l'impression de se souvenir, lui, de ce qui s'est passé, de se souvenir de la vérité, et du coup, il a du mal à gérer le fait qu'ils doivent en permanence réécrire la vérité, mais que lui, du coup, dans son fort intérieur, il sait que ce n'est pas la vérité, et du coup, il est travaillé, ça le perturbe, il sait pas comment faire, il a l'impression d'être tout seul dans cette situation, il voit qu'il ne peut en parler à personne parce que en fait il y a un crime de la pensée, il ne faut pas penser à faire une révolution contre le parti, voilà, on n'a pas le droit d'avoir des actes de révolution, mais on n'en a pas le droit non plus de le penser. Il y a un crime de la pensée et tout ça, il y a une police de la pensée, et donc c'est très bien amené, c'est très bien pensé. On se pose des questions avec lui, à un moment il se dit que peut-être que telle personne est comme lui, qui se pose des questions, mais en même temps il n'en est pas totalement sûr, donc il doit être prudent. Le roman se passe en 3 parties, la première partie il est vraiment tout seul, la deuxième partie il rencontre une femme, et la troisième partie il rencontre une personne qui pense être comme lui un révolutionnaire. Donc voilà, ça en 3 parties, et à chaque moment en fait on est avec lui, on se demande mais est-ce que cette personne est sincère avec lui ou est-ce qu'il est manipulé? Est-ce que c'est pour lui tendre un piège? Et c'est comme ça pendant tout le long du roman. Il fait à peu près 400 pages, mais ça se lit quand même assez facilement. J'ai relevé beaucoup, beaucoup, beaucoup de paragraphes, de citations. Voilà, il y a des choses que je trouvais tellement bien expliquées, même si c'est un roman traduit, il est excellent. Il n'y a pas de choses qui sont incompréhensibles ou qui sont pas logiques. Tout est logique, tout est très bien amené. C'est vraiment sensationnel. Pourtant, c'est un roman qui a vieilli. Hein. On le voit parce qu'il y a des choses qui maintenant, finalement, c'est comme si la réalité rattraperait la fiction. Il s'est passé du temps entre-temps. Il y a des choses qui se révèlent vraies, finalement, les choses du roman qui se révèlent être vraies. Et du coup, c'est encore plus chouette. Voilà. Donc je suis contente parce que c'est un roman dont on entend souvent parler. Et puis en fait, j'ai l'impression que oui, Big Brothers, ça vient de ça. Mais la plupart ne savent pas vraiment ce que c'est vraiment Big Brothers. Ils connaissent le titre du roman, ils savent vite fait de quoi ça parle, mais pas forcément tout. Donc franchement, moi je vous le recommande. En plus, je vous ai dit, il est gratuit sur liseuse en e-book. Donc n'hésitez pas. Allez-y parce que franchement ça vaut le coup, je suis très très contente de l'avoir lu, maintenant je sais ce qu'il en est et j'ai trouvé ça très 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 intéressant. Voilà, donc voilà les 4 lectures dont je voulais vous parler. J'ai terminé donc l'année 2023 avec ces 3 là et j'ai commencé l'année avec George Orwell, ce qui est très très chouette. C'est une de mes résolutions de cette année de lire plus de classiques, et mon autre résolution c'est de lire aussi plus... déjà de lire les gros pavés que j'ai dans ma palle parce que j'ai tendance à les repousser un petit peu. Et là justement j'ai commencé le plus gros livre de ma palle qui est Le Crépuscule et l'Aube de Ken Follett. Il fait 1018 pages. Je l'ai commencé jeudi dernier, on est mardi, donc ça fait presque une semaine. J'en suis à la page pile 600 sur 1018, donc j'ai passé le mois-né, je suis contente. Et je retrouve ce que j'aime dans les pavés, c'est que l'auteur installe l'histoire, on est avec les personnages, on vit avec les personnages, on partage leur vie quotidienne et tout ça. Et j'aime, voilà, on se pose pas la question quand est-ce que sera la fin du roman, on est juste dans l'histoire, on profite de l'histoire et c'est tout ce qui compte et c'est ce que j'aime dans les gros pavés. Et franchement là je me régale. Alors normalement c'était censé être une histoire de vikings, mais autant il y a eu une attaque de vikings dans le premier chapitre et depuis on ne les voit plus, donc je sais pas s'ils vont revenir ou pas. Mais je vous en reparlerai quand je l'aurai lu, je ne vais pas vous en dire trop maintenant, mais je suis très très contente de commencer l'année 2024 avec ce livre là aussi. Franchement là les deux lectures de 2024 c'est un sans faute.
Voilà, j'espère que vous aussi vous avez fait de belles lectures en ce début d'année 2024. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment. Et je vous dis à très bientôt, je vous ferai un second point lecture. Quand j'aurai déjà 3-4 lectures à vous présenter, comme ça je trouve que c'est un petit peu plus chouette, c'est un petit peu plus vivant. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt.